Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de cette édition. Consommation locale, la durabilité de l'industrie de karité au cœur d'une formation ouverte ce matin à Lomé. Des experts planchent sur les stratégies à définir pour la pérennisation des activités de ce secteur ainsi que des opportunités de marché à définir pour l'écoulement des produits issus du karité. Covid-19, le laboratoire Pfizer est confiant à 90% de l'efficacité de son candidat vaccin contre le coronavirus, pendant que la Russie estime à 92% l'efficacité du sien. Côte d'Ivoire rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, le mur de glace étant brisé, serait-ce les premiers pas vers la fin de la crise post-électorale? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Sportball, match Égypte-Togo comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Fodolaba sera bel et bien de la partie. L'épervier a été finalement libéré par son club au moment où ses coéquipiers affûtent leurs armes au Caire pour remporter la bataille. radiolomé.tg. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a effectué hier une visite de terrain de Lomé, Vaughan à Anfouin. Madame la chef du gouvernement s'est rendue compte de l'effectivité des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 34. Elle a visité également les travaux de construction du pont de Zébé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De la primature à l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale renforcent leur capacité en matière d'analyse du budget et finances publiques sensibles aux enfants. Ils sont en formation de 2 jours depuis ce matin à Lomé. Cette formation est organisée par le programme de coopération Togo-UNICEF. À travers cette session, l'UNICEF entend contribuer et outiller les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le suivi et l'analyse budgétaire sensible aux enfants. Il s'agit aussi de favoriser un plaidoyer d'une allocation plus conséquente du budget de l'État en faveur des secteurs sociaux et des enfants. Toujours à l'Assemblée nationale, les administrateurs parlementaires s'imprègnent des techniques d'élaboration des études d'impact d'un projet de loi et les techniques de rédaction des discours. La rencontre vise à renforcer la compréhension des textes de loi par ses premiers collaborateurs des commissions de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons également. Un atelier sur la formation et la durabilité de l'industrie du karité s'est ouvert ce matin à Lomé. Il s'agit d'une part de définir une stratégie au niveau national de lutte contre la déforestation des parcs à karité et d'autre part de présenter les opportunités de marché pour les produits de karité et définir une stratégie pour y accéder. Abiré les mots. Cette rencontre organisée par l'Alliance globale du karité AGK et la filière karité du Togo FICATO vise à échanger avec les parties prenantes du karité du Togo sur la promotion et la durabilité du secteur karité. Planter 10 millions d'arbres de karité et protéger 200 millions déjà existants, c'est le défi à relever selon le directeur général de l'Alliance globale du karité, M. Aaron Adou. L'Alliance globale du karité a un objectif de planter 10 millions d'arbres et protéger 200 millions des arbres existants, qui est autour de 4 millions d'hectares dans l'Afrique de l'Ouest. Cela est dans notre programme de l'action des parcs à karité. Nous allons faire une recherche l'année passée. On a constaté que dans les 21 pays où le karité pousse en Afrique, il y a à peu près jusqu'à 8 millions d'arbres qui est coupé chaque année. Et nous voulons
commencer à partir de ce programme de planter encore d'arbres et protéger les arbres existants à travers l'action des parcs Carité. Le représentant chargé à la communication de la filière Carité du Togo était également présent à la cérémonie d'ouverture. Pour le représentant de la FICATO, Gaëtan Padjeba, l'arbre à Carité est d'une importance capitale et un secteur porteur à l'économie togolaise. La filière Carité apporte une contribution non négligeable à l'économie togolaise comme dans toutes les économies. Ce sont des milliers de femmes qui travaillent dans ce secteur et qui arrivent à subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille. Et donc, vous comprenez qu'à travers les flux commerciaux du Togo vers l'extérieur, que ce secteur, c'est un secteur qui apporte beaucoup à l'économie togolaise. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan national de développement, l'axe 2 qui promeut le développement des agropoles a aussi pris en compte cette partie-là. Et de manière concertée avec d'autres départements ministériels, nous avons parlé de la vision du gouvernement sur le plan environnemental qui ambitionne d'aller jusqu'à 30% de couvert végétal. C'est comprendre qu'il est important de nous occuper de toutes les espèces végétales et donc l'arbre à Carité est d'une importance capitale. Les produits dérivés du Carité, jadis une consommation locale, se retrouvent aujourd'hui un peu partout sur le marché et détiennent une forte croissance d'exportation. À Birer-le-Mou, fin hier du premier cycle des activités des groupements de Bamakope dans le canton de Djaglé. C'est une initiative du groupement villageois d'épargne et de crédit avec l'appui de SOS Village d'Enfants Togo. L'objectif de cette rencontre est de dresser le bilan des activités du cycle. Elle vise aussi à échanger sur la vie familiale et à mobiliser les fonds de solidarité afin d'aider les enfants démunis. Guédi Kofi, président de GVEC. GVEC, c'est une contribution que nous avons mis en place les jours ouvrables. Tu peux choisir de cotiser 50 francs. À chaque rencontre, on se rencontre pour contribuer. Nous appelons quelque chose qu'on appelle la solidarité. Ça aussi, juste pour aider la communauté, nous pouvons prélever quelque chose pour aider un enfant, une famille, soit dans sa maladie, soit dans ses problèmes de l'école. Nous avons remarqué que c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Ça nous a beaucoup aidé aussi. C'est pourquoi nous sommes en joie aujourd'hui. Pour Aouté Kosiwa Maoussi, coordinatrice locale renforcement de la famille Lomé de SOS Village d'Enfants, il est nécessaire d'accompagner les groupements pour résoudre le problème des enfants, surtout en milieu scolaire. C'est une initiative que SOS Village d'Enfants Togo a appuyé les communautés à mettre en place, surtout les familles vulnérables qui ont des difficultés à pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants. Cette initiative permet à chaque famille d'épargner pour pouvoir avoir accès au microcrédit pour mener mes activités génératrices de revenus. Situation du Covid-19, le Togo a malheureusement enregistré hier de nouveaux décès dus au coronavirus, portant à 59 le nombre total de personnes décédées de la maladie. Le nombre total de cas confirmés augmente alors à 2593 avec 742 cas actifs et 1792 patients guéris. Le Covid-19 poursuit sa courbe de contamination de par le monde. Les mesures préventives deviennent de plus en plus restrictives. Pendant ce temps, les chercheurs, les laboratoires sont à pied d'œuvre pour trouver un vaccin contre ce mal qui décime l'humanité. Le laboratoire Pfizer l'a annoncé lundi dernier, son candidat vaccin contre le coronavirus est efficace à 90%. 48 heures plus tard, hier, la Russie renchérit 92% d'efficacité pour le sien Sputnik V. De bonnes nouvelles qu'on n'avait pas eues depuis longtemps sur le front de la lutte contre le Covid-19. Seulement, ces annonces doivent être accueillies avec du recul car beaucoup de questions n'ont toujours pas de réponse. Je laisse Kamde. D'abord, la mauvaise habitude prise depuis le début de la pandémie se perpétue. Les laboratoires annoncent leurs résultats par des communiqués de presse plutôt que par des études publiées dans des journaux scientifiques. Un partage de données de ces essais cliniques serait pourtant très utile. On ne sait par exemple pas si cette efficacité annoncée concerne tout le monde, y compris les personnes à risque. Cette information est pourtant capitale. Pour Pfizer, par exemple, l'efficacité annoncée a été mesurée 28 jours seulement
après l'administration de la première dose du vaccin. On ne sait donc pas si elle se maintient à ce niveau plus longtemps. Seul le temps pourra le dire. Il y a en effet plusieurs autres défis à relever. Le premier, la couverture vaccinale. Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'une très grande majorité de la population l'utilise pour ne laisser aucune chance au virus de pouvoir continuer à se diffuser. Malheureusement, à l'heure actuelle, la défiance compromet cet objectif. Une étude parue dans Nature Medicine en octobre dernier, menée dans 19 pays, révélait qu'en moyenne, un quart de leur population n'était pas prête à se faire vacciner. De lourdes questions logistiques se posent également pour rendre ces vaccins disponibles à tout le monde. Par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à 80 degrés. Dans ces conditions, de très nombreuses communautés, rurales notamment, n'y auront tout simplement pas accès. Il faudra donc que d'autres types de vaccins soient également disponibles. Sinon, le virus continuera de circuler dans certaines régions du monde et l'objectif de la fin de la pandémie ne pourra jamais être véritablement atteint. Enfin, l'efficacité d'un vaccin dans le temps est également tributaire du coronavirus lui-même. Des mutations pourraient avoir un effet. Le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, utilise une clé pour pénétrer dans nos cellules et les infecter, ce qu'on appelle la protéine S. Pour le combattre, on peut donc essayer de neutraliser cette protéine S. Le virus ne peut alors plus entrer dans nos cellules pour s'y multiplier. C'est ce que fait notre système immunitaire et c'est la base de la majorité des stratégies vaccinales. Une équipe de recherche a étudié dans 12 pays un variant du coronavirus, le deuxième le plus fréquent. Ces travaux n'ont pas encore été publiés. Il faut donc les appréhender avec les réserves d'usage, mais ils ont observé que cette souche avait justement une différence sur la protéine S, rendant notre réponse immunitaire moins efficace. En conséquence, si une vaccination de masse agissait bien sur la souche dominante, elle aurait en revanche moins d'effet contre ce variant. Ce dernier aurait donc le champ libre pour se répandre et pourrait devenir majoritaire avec le temps. Pour toutes ces raisons, un vaccin ne sera jamais la seule réponse dans cette crise. Ce ne sera qu'un outil, très bon certes, mais à utiliser en combinaison avec le respect des gestes barrières, le dépistage des malades et l'identification des cas contacts. Le journal Léontine Atoguima. Hors du Togo, vers une sortie de crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a rencontré hier le président de la coalition de l'opposition, Henri Konan Bédié. Cette rencontre s'est tenue 2 jours après le discours télévisé d'Alassane Ouattara dans lequel il avait indiqué que son intention de rencontrer le président du PDCI, Laure Rabi. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère pour tous les deux et pour tous les Ivoiriens, a déclaré le président ivoirien réélu à l'issue de cette rencontre sans donner davantage de détails sur le contenu des discussions. Le chef de l'État a indiqué qu'il s'agissait d'abord de rétablir la confiance et que le dialogue a bien démarré. Pour le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et représentant de l'opposition, la rencontre a permis de briser le mur de glace, le silence, avant d'ajouter que de nouveaux entretiens sont prévus dans les prochains jours. D'ici là, Henri Konan Bédié annonce qu'il va faire le point sur la suite avec le reste de l'opposition ce vendredi. Allié lors de la crise post-électorale 2011 dans cet hôtel, le scénario est cette fois-ci différent. Les deux hommes se retrouvent dans cet endroit alors qu'ils s'opposent politiquement. Ils se livrent un véritable combat qui s'est durci ces derniers jours avec l'arrestation de plusieurs personnalités du PDCI et le blocus de la résidence d'Henri Konan Bédié. Ce blocus, qui a d'ailleurs été levé hier, fait partie d'une liste préalable du PDCI avant l'ouverture de toute discussion politique. Dans cette liste rendue publique, il est donc réclamé la levée du blocus des résidences des leaders de l'opposition, la libération de tous les responsables et militants de l'opposition, dont Maurice Guikawe, le numéro 2 du PDCI, et Pascal Afi Nguessan, le président du
FPI légal et la levée des poursuites judiciaires. Le PDCI demande également un dialogue inclusif et élargi à l'ensemble des plateformes et partis politiques de l'opposition. Il s'agit donc de n'oublier ni le Front populaire ivoirien dans ces discussions, ni le mouvement Génération et Peuple solidaire GPS de Guillaume Soro. Encore faut-il que les poids lourds de l'opposition puissent être disponibles car ils sont soit en exil, soit en prison, soit en fuite. Lors habillés au Mali, une partie de la classe politique ainsi que des associations dénoncent ce qu'elles appellent la haute main des militaires sur la composition du futur organe législatif de la transition, le CNT. Sur les 121 sièges, 22 sièges sont attribués aux militaires. Plusieurs partis et associations politiques du Mali font savoir leur désaccord et appellent à la mobilisation. Et puis en Éthiopie, le Haut Commissariat aux réfugiés, estimant que la guerre risque de s'intensifier, s'attend à une vague massive de réfugiés. En 48 heures, au moins 11 000 Éthiopiens fuyant les combats se sont réfugiés dans l'est du Soudan. À pied ou embarqués dans des camions de l'armée soudanaise, ces milliers de déplacés descendent la rivière qui sépare la région de Kassala de celle de Kedarif. Sportball éliminatoire CAN 2021, les éperviers du Togo au Caire sont descendus sur le terrain mercredi pour leur deuxième séance d'entraînement. Pendant ce temps, la Fédération togolaise de football a finalement eu gain de cause pour Laba Fodo. Sibyl-Lawson. Libéré par son club Al-Ain FC, Laba Fodo sera bel et bien de la partie contre l'Égypte, a-t-on appris sur la page officielle Facebook de la FTF. Mercredi, la nouvelle a été notifiée par courrier, signé du directeur sportif du club à la Fédération de football des Émirats Arabes Unis. La FTF avait introduit une plainte auprès de la FIFA suite au refus du club émirati de mettre le joueur à la disposition de sa sélection nationale. L'instance internationale a ensuite saisi la Fédération de football des Émirats Arabes Unis aux fins d'obtenir la libération de Laba, lui-même déterminé à défendre les couleurs nationales. Et c'est dans ce contexte que le groupe présent au Caire a effectué mercredi sa seconde séance d'entraînement. Sous la houlette du sélectionneur Claude Leroy, l'équipe scindée en deux a livré une opposition de 2 fois 15 minutes. Le capitaine des éperviers s'est exprimé à l'issue de cette séance. Jenda Konam. Pour la qualification, on va essayer de bien faire ces 2 matchs et être qualifié. Moi, j'aime pas trop parler de l'adversaire parce que je pense que nous aussi on a des qualités, mais sportivement parlant, l'Égypte est une belle équipe. Mais vous savez, le foot, ça a changé comme on dit tout le temps et tout se passera au cours du match. Et je suis optimiste. On va essayer de corriger les erreurs, de mettre en place une équipe solide et essayer de faire mal à cette équipe. Ce vendredi, la sélection sera en séance officielle au stade international du Caire. Et en attendant Égypte-Togo de ce samedi, le Kenya et les Comores, qui partagent le groupe G avec notre pays, ont livré leur rencontre de la 3e journée. Score final, 1 but partout. Grâce à ce match nul, les Comores sont toujours leaders avec 5 points, suivi du Kenya 3 points, de l'Égypte 2 points et du Togo 1 point. Autre résultat de cette 3e journée, la Guinée bat le Tchad 1-0. 1 but partout entre la Mauritanie et le Burundi. 3-2 pour la Guinée équatoriale devant la Libye, puis victoire 2-0 du Sénégal face à la Guinée-Bissau. Merci de nous avoir suivis. Nous refermons ce journal avec la rubrique sensibilisation coronavirus que nous présente Juliette Campbell. La communauté scientifique est toujours à la recherche d'un traitement contre le coronavirus. Une nouvelle molécule vient de montrer sa capacité à inhiber la réplication du SARS-CoV-2 in vitro, la protéinine. L'effet antiviral de cette molécule a été testé par les scientifiques de plusieurs universités allemandes installées à Francfort. La protéinine est un inhibiteur de protéase. Dans le cadre d'une infection virale, ces molécules sont intéressantes car elles permettent d'inhiber les premières étapes de la réplication du virus, à savoir son entrée dans la cellule. Dans les expériences in vitro réalisées par les chercheurs sur plusieurs cultures cellulaires, la protéinine à des concentrations différentes diminue l'effet cytopathique du coronavirus à l'intérieur des cellules. Ce sont les tout premiers résultats de l'effet anticoronavirus de la protéinine.
Cette molécule n'est pas inconnue, elle est largement utilisée pour limiter la perte de sang lors d'une opération, notamment pour les chirurgies cardiaques et orthopédiques. Sa prescription n'est pas anodine car elle serait à l'origine d'allergies graves et fréquentes lors de la première administration. Elle a même été retirée du marché pendant 10 ans, entre 2008 et 2018, après qu'une étude ait démontré une surmortalité chez les patients traités avec cette molécule lors d'une chirurgie cardiaque. Les chercheurs à l'origine de ces expériences très préliminaires imaginent un spray diffusant de la protéine dans les voies aériennes qui serait efficace durant les premières heures de l'infection. Néanmoins, des patients souffrant de formes sévères de la COVID-19 ont éprouvé des thromboses et d'autres troubles de coagulation qui pourraient s'aggraver avec la prise d'aprotinine. Dans l'hypothèse où son effet antiviral est confirmé par des études cliniques rigoureuses, ce traitement pourrait ne pas être administré à tous les patients. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg